qui est engagé depuis plus d'une quinzaine d'années, une vingtaine d'années maintenant, même 25, sur les enjeux environnementaux, avec une structure qui s'est formalisée depuis longtemps et qui aujourd'hui est développée dans l'ensemble du groupe, des marques du groupe et puis des maisons. Donc Sylvie Bénard, qui a été à l'initiative de cette démarche au niveau du groupe, nous fait déjà l'honneur de nous accueillir, d'héberger le webinaire. Et donc on va revenir sur des éléments, d'une part, de cadrage pour présenter la démarche du groupe, donc qui s'appelle LIFE, elle en dira quelques mots, donc qui structure l'ensemble des engagements du groupe. Et puis elle nous indiquera également dans un deuxième temps les liens avec les objectifs de développement durable, comment le groupe s'est saisi du sujet et quelles sont les perspectives pour eux. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de m'avoir proposé de participer à cette conférence et c'est un plaisir de vous accueillir. Je vais d'abord vous dire quelques mots sur le groupe LVMH, les activités que nous avons et notre organisation. Ensuite, le sujet des ODD et puis quelques exemples d'actions que nous avons mises en place. Alors tout d'abord, le groupe LVMH, c'est 5 grands secteurs d'activité qui vont des vins spiritueux à la mode et maroquinerie, la distribution sélective, les montres et les joailleries, la parfum et cosmétique. C'est plus de 60 marques qui sont, pour certaines étant multi-centenaires, qui ont des cultures, des produits, différents, donc il y a extrêmement d'autonomie. Notre travail, nous, au niveau holding, c'est un peu de définir l'aire de jeu et à l'intérieur de cette aire de jeu, chacun va jouer à sa manière en fonction de sa culture, de sa direction, de ses produits, des matières qu'il utilise. Nous n'avons pas d'organisation développement durable ou RSE. Nous avons plusieurs directions qui contribuent à l'ensemble des enjeux du développement durable. Il y a un peu d'histoire parce que, effectivement, Sylvain le rappelait, j'ai eu le plaisir de créer cette direction environnement à l'intérieur du groupe il y a 25 ans. On s'est dit, en passant du sujet environnement au sujet développement durable, que si on était directeur du développement durable, ça veut dire qu'on était capable de diriger, donc de prendre des décisions importantes, à la fois dans le monde de la finance, dans le monde du social et dans le monde de l'environnement. Qu'est-ce qu'on était? On était le président. Et qu'on a plutôt vu les différents enjeux du développement durable comme des sujets d'expertise que l'on partageait ensuite à plusieurs directions. Et c'est pour ça que je dépends donc du directeur général, et nous sommes un triumvirat social, environnemental et financier quand on va parler de l'ensemble des enjeux du développement durable. Et notre objectif, c'est vraiment d'aller travailler avec les métiers et d'intégrer les enjeux du développement durable dans les métiers, c'est-à-dire quelquefois les obliger à se poser des questions qui ne se posaient pas, essayer de travailler avec eux pour leur donner des outils pour répondre en prenant plus en compte les enjeux du développement durable dans leur métier de tous les jours. Et à la fin, c'est quand même eux qui prennent la décision et qui connaissent leur métier. On n'est pas là pour prendre des décisions à la place d'autres directions, mais vraiment qu'elles intègrent dans leurs décisions quotidiennes, que ce soit dans la création d'un nouveau produit, dans le choix d'un fournisseur ou d'un mode de transport, les enjeux du développement durable. Concernant les ODD, la vision développement durable RSE est souvent vue comme toute une série de parties prenantes. Les fameux multi-stakeholders qui ont été à la mode il y a quelques années. Donc vous avez une série de parties prenantes qui viennent poser des questions, qui vont être des ONG, qui vont être des clients, qui vont être des collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise. On vient y ajouter un certain nombre de sujets de moyen et long terme sur des disponibilités de ressources, des risques dans les chaînes d'approvisionnement.
Et tout ça fait toute une série d'intérêts, mais qui sont finalement des intérêts particuliers. Or, dans ma vision du sujet du développement durable, le développement durable n'est pas là pour répondre à une série d'intérêts particuliers, mais pour répondre à l'intérêt général. D'où le grand intérêt des ODD qui fixe pour la planète, voilà, votre intérêt général à nous tous, ce sont les ODD. Et donc, au moins, pour moi, là, on a une ligne qui est extrêmement claire, et je préfère de très loin une vision ODD à une vision ISO 26000 du sujet développement durable, puisque là, on sait tous ensemble où il faut qu'on aille. Et le sujet maintenant pour l'entreprise, ça va être de se dire, tout ce que j'ai mis en place au cours des années précédentes, où est-ce que j'en suis sur cette route vers un développement durable? Alors évidemment, on n'est pas parfait partout, mais au moins, ça va nous permettre de nous dire, là, on fait plutôt pas mal, là, tiens, c'est vrai, finalement, on ne s'était jamais posé la question, parce que avec cette vision somme d'intérêts particuliers, ou la fameuse matrice de matérialité, qui est aussi une somme d'intérêts particuliers, on se rend compte que finalement, il y a des sujets qui ne sont pas traités par les entreprises. Je me souviens d'une présentation sur la fameuse matrice de matérialité d'une grande entreprise française, donc qui avait fait ça à la méthode réunion des parties prenantes, et il y avait un sujet qui était le décès d'un collaborateur qui n'apparaissait pas dans cette matrice. Pourquoi? Parce que ça avait été un sujet qui n'avait été abordé par aucune des parties prenantes. Quand on est face à ODD, tous les sujets ils sont là. Donc après, il va falloir effectivement travailler sur les sujets qui est important, mais au moins la feuille de route on l'a. Je reviens. Alors, il y a une question tout à l'heure sur les différentes prises en compte du sujet ODD dans les différents pays. Il se trouve que hier, nous avions notre commission environnement groupe LVMH, et donc nous y avons des Italiens, des Espagnols, des Anglais, des Américains. Je souligne la différence quand même encore très très notable sur le sujet du développement durable entre les États-Unis et l'Europe. Ça c'est clair, les États-Unis sont encore très dans la charity. Et la RSE est encore beaucoup vue comme de la charity, c'est-à-dire je fais mon business quasiment as usual, mais par contre je vais redonner sous une forme financière à des associations. Alors que la vision européenne, c'est vraiment plutôt d'intégrer, c'est comment je change mon business pour mieux intégrer les enjeux du développement durable. Donc, je reviens sur LVMH. Vous avez vu qu'on a 5 activités qui sont très différentes, et vous imaginez bien pourquoi les enjeux vont être très différents. Si je prends une marque comme Sephora, qui a des magasins, le grand enjeu environnemental pour Sephora, ça va être de réduire sa consommation d'énergie dans ses magasins, et ça va être de trouver des modes de transport le plus doux possible. Si je suis Parfum Christian Dior, la question de la biodiversité est un enjeu absolument stratégique pour moi. La question des emballages, voilà. Et donc, on a, il y a 5 ans, travaillé avec toutes les maisons pour se dire, mais c'est quoi les grands enjeux dans le domaine de l'environnement pour mon activité? On dit des maisons, dans le groupe on ne parle pas de filiales, on dit des maisons. Donc, c'est quoi les enjeux environnementaux pour ma maison, et c'est quoi les enjeux environnementaux pour le groupe? Et on est arrivé avec 9 grands sujets, et qui a donné naissance au programme LIFE. Les 9 grands sujets, c'est le tout premier, c'est l'éco-conception. Donc, à partir du moment où je vais créer quelque chose de nouveau, que ce soit un emballage, une robe ou un magasin, je vais penser environnement dès la création. Deuxième grand sujet, et là on va rejoindre le sujet de la biodiversité, c'est les matières premières stratégiques. Que vous fassiez une robe, un sac, du vin ou un parfum, vous utilisez une plante, vous utilisez du coton, vous utilisez un animal, si vous faites du cuir ou de la soie. Et donc, ce rapport à la biodiversité, c'est
un rapport stratégique pour l'ensemble de nos activités. Troisième grand sujet, c'est la traçabilité, c'est savoir exactement d'où viennent nos matières premières, c'est être capable, dans la mesure du possible, de remonter jusqu'au champ. Et puis c'est aussi savoir, si je prends l'exemple, par exemple d'une toile de coton, entre le champ de coton et la toile que nous allons acheter, qui ont été les fournisseurs, quelles substances ils ont utilisées, de manière à ce qu'on soit absolument certain de la qualité des matières que l'on utilise. Quatrième sujet, c'est la manière dont travaillent nos fournisseurs. Le point précédent, c'était plus sur ce qu'ils nous vendent, et là, c'est plutôt sur la manière dont ils travaillent. Cinquième sujet, c'est tous les savoir-faire qui vont être associés avec les matières premières naturelles que l'on utilise. Par exemple, dans les parfums, il y a une rose très utilisée par un parfum Christian Dior qui s'appelle la rose de Granville. Eh bien, il faut les gens qui soient capables de la planter, cultiver, récolter dans les meilleures manières possibles. Sixième grand sujet, impact de nos activités sur le changement climatique. Alors, c'est deux grands sujets. Alors, si je dis scope 1, scope 2, scope 3, bilan carbone, ça parle à tout le monde, ou est-ce qu'il faut que j'explique? Bon, oui, bon, alors, donc, si on prend scope 1 et scope 2 de LVMH, notre sujet, c'est les magasins. On a plus de 4000 magasins à travers la planète. Et donc, les magasins font 80%, pour vous donner une idée, des émissions de gaz à effet de serre, scope 1 et 2. Et si on arrive sur le scope 3, on a du transport et on a les matières premières. Septième point, c'est tout ce qui se passe sur nos propres sites de fabrication. On a plus de 300 sites de fabrication, très principalement en France et en Italie, et quelques-uns aussi en Espagne et dans d'autres endroits du monde, en particulier pour les vins, puisqu'on a des vins en Australie, en Californie, etc. Et là, c'est être le plus excellent possible sur le retraitement des déchets, sur les économies d'eau, économies d'énergie, enfin tous les sujets techniques, environnement, terrain. Et dernier point suivant, si c'est la durée de vie et la traçabilité, la durée de vie et la réparabilité des produits. Il faut que vraiment un produit de luxe dure vraiment plus longtemps qu'un produit de mass market. Il faut, quand c'est possible, qu'il soit réparable, puisqu'on fait certains de nos produits, en fait, on se les transmet d'une génération à l'autre. Je pense en particulier à certains bijoux, etc. Et dernier sujet, c'est être en mesure de répondre à toutes les questions qui nous viennent des clients. Alors effectivement, quand on avait créé ce programme LIFE il y a quelques années, on avait mis les clients. Il est clair qu'il faut le faire évoluer et c'est l'ensemble du monde qui peut nous poser des questions. On n'a pas de communication proactive. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous découvrent ce qu'on est en train de faire à l'intérieur du groupe. Néanmoins, on répond aux questions. C'est-à-dire que quand une association, un client, etc., nous pose des questions, on répond. Et depuis 2001, nous publions tous les ans un rapport environnement que vous pouvez télécharger sur le site du groupe, où vous trouverez tous nos chiffres, les exemples de ce qui s'est passé dans l'année. Donc là, j'ai présenté rapidement le programme LIFE et LIFE et les ODD. Donc là, c'est un travail qui, comme vous le voyez, a été fait par BL Evolution. Et ce qu'on a cherché à faire dans ce premier temps, c'est voir nos sujets, c'est-à-dire les sujets environnement, et comment ils se positionnaient sur la grille des ODD. C'est un travail qui va être continué par les enjeux sociaux, bien entendu, qui vont venir nous rejoindre sur cette grille. Et ce n'est pas une surprise, j'imagine, pour vous, que le sujet de la consommation, la production et la consommation responsable est quand même le sujet sur lequel nous sommes le plus actifs. Il me reste combien de temps à peu près? Beaucoup. Ouais, beaucoup, très bien. Parfait.
Dans, dans les minutes qui suivent, je vais vous proposer un certain nombre d'actions qui vont être en lien avec les objectifs du développement durable et que j'ai présentées comment dire, en reprenant les enjeux l'un après l'autre, les enjeux de notre programme LIFE. Et le tout premier, qui pour moi est quand même indispensable, qui contient un petit peu tous les autres en fait derrière, c'est l'éco-conception. C'est prendre en compte l'environnement dès que je vais créer quelque chose. Je vous le disais, notre objectif, c'est vraiment que les métiers intègrent ce sujet-là. Et donc, depuis que nous avons créé la commission environnement, nous avons à chaque fois essayé de trouver un vocabulaire qui va être différent d'un métier à l'autre. Si je vais parler d'éco-conception à un designer, je ne vais certainement pas lui parler d'ACV, de trophisation et de perte en biodiversité parce que c'est pas son vocabulaire. Il faut trouver des mots qui vont leur plaire et des outils qui vont leur parler à eux. Et donc, quelques exemples de ce qu'on a fait. Dans le monde de la mode, il y a un outil qui est utilisé depuis toujours, qui s'appelle le cahier de tendance. C'est fait par ce qu'on appelle des bureaux de style, et ces gens-là donc donnent aux designers un gros cahier dans lequel il va y avoir, selon ces bureaux de style, les tendances dans les 2-3 années qui vont venir. Ça va parler de couleurs, ça va parler de forme, etc. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que plutôt qu'aller expliquer ce que c'est qu'une ACV à un designer, c'est allons travailler avec un bureau du style et créons un cahier de tendance. Sauf que la différence de ce cahier de tendance, c'est que tout ce qui sera présenté à l'intérieur, ce sera des matériaux avec un plus environnemental, ce sera des exemples d'éco-conception réussie, de manière à utiliser leur curiosité naturelle, leur imagination, pour qu'ils intègrent ça dans les produits qu'ils vont créer par la suite. Et en plus de cet outil, donc, pendant les premières années, c'était un cahier qu'ils pouvaient toucher, et depuis cette année, on l'a mis sur l'intranet, donc ils peuvent en permanence aller chercher des matériaux. Et à côté de ça, on a aussi créé des modules de formation. On a créé donc ce qu'on a appelé l'Académie de l'environnement, qui sont des modules de formation soit généraux, c'est-à-dire en gros tout ce qu'un cadre de entreprise devait savoir, c'est quoi le changement climatique, c'est quoi l'érosion de la biodiversité, c'est quoi l'économie circulaire. Donc ça, c'est des formations générales relativement courtes. Et puis, il y a des formations qui peuvent être beaucoup plus longues si je suis un designer, si je suis un acheteur, voilà, si je suis un financier. Et ce qui permet d'avoir une culture commune du sujet à l'intérieur du groupe. Et ici, vous avez un exemple fait avec des designers sur l'éco-conception. Quelques exemples de ce qui a été fait. Une chose un petit peu amusante qui a été faite par Veuve Clicquot, par exemple. Cet étui que vous voyez est fait à partir de ce qui reste de la grappe de raisin une fois que vous l'avez pressé pour extraire le jus. Donc en fait, quand vous achetez cet étui et sa bouteille intérieure, vous avez toute la grappe de raisin depuis la matière végétale jusqu'à... un autre travail fait par NC autour de l'éco-conception d'une nouvelle bouteille qui va aussi jusqu'à son mode de transport. Et quelque chose de nouveau cette année, c'est une marque qui a été créée par le président de Guerlain, qui est une marque qui a mis le développement durable dès la base. C'est une marque qui est faite à partir de thé qui vient d'une réserve naturelle de Chine et avec des emballages extrêmement réduits. Il n'y a pas 1 cm3 qui est gâché, et vous savez que ça c'est un grand défaut quelquefois dans le monde du luxe, c'est d'avoir des emballages extrêmement
volumineux ou lourds. Il y a autour de moi une petite habilitation technique, j'ai l'impression. Je continue tranquillement. Non, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Bon, voilà. En fait, juste, on doit brancher, je parle un peu fort, l'ordinateur de Sylvain. Et du coup, on est désolé, ça doit générer des bruits parasites parce qu'on doit toucher la table sur laquelle on est. Et notre micro est très sensible. Voilà, mais c'est quasiment fait. Je redonne la parole à Sylvie Bénard. Merci, excusez-moi. Sujet suivant, c'est les matières premières stratégiques. Donc, je vous disais qu'elles sont quasiment toutes issues de la nature. 3 exemples très différents. La question du vin et de la vigne, dont la question est comment est-ce qu'on réduit l'utilisation de pesticides, hein, très clairement. Et là, on a par exemple des fermes, des parcelles qui sont éco-phyto, qui sont dans le programme français éco-phyto, pour travailler à cette question de la réduction des pesticides. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par l'utilisation de la lutte intégrée dans le Champagne, sachant que dans d'autres régions du monde, je pense en particulier à la Nouvelle-Zélande ou à l'Australie, nos vins sont naturellement bio, mais je dis naturellement, c'est parce qu'ils sont dans des régions viticoles où le climat permet de ne pas avoir besoin de faire de traitement. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps, qui est toujours en amélioration, mais c'est vraiment le sujet quand on parle viticulture. Un autre exemple qui est assez intéressant du point de vue développement durable, c'est la vigogne au Pérou. Donc la vigogne est un animal endémique, qui était en très grande quantité, et puis quand les Espagnols sont arrivés, peu à peu, la vigogne a été chassée, et il est arrivé un moment où c'était une espèce qui était devenue en danger, qui a été protégée. Et il y a eu un alignement de planètes extrêmement intéressant entre le gouvernement du Pérou qui voulait permettre aux agriculteurs de pouvoir revivre d'activités agricoles, parce qu'en fait ils s'étaient mis à vivre de la culture de la drogue. 2 scientifiques, puisque ça a été un travail qui a été accompagné l'UICN, et d'une de nos marques qui s'appelle l'Europiana. Et maintenant, au bout de 20 ans de travail en commun, l'espèce est sauvée, puisqu'elle a même été, lors de la dernière convention CITES, retirée des espèces en danger. Il y a eu de l'utilisation de savoir-faire très particuliers de fermiers australiens pour on ne dit pas cultiver, je ne trouve plus le mot, élever, voilà. Élever les vigognes et récupérer donc cette fibre qui est sur la gorge. Oui. Alors, excusez-moi, Sylvie, encore pour cette interruption, j'en suis désolée, c'est toujours pour une petite consigne technique. En fait, il y a, dans les personnes qui nous appellent, quelqu'un qui a son téléphone avec le micro qui est allumé. Donc, il faut vraiment essayer de fermer le micro parce qu'en fait, on entend des bruits parasites derrière. Donc, je vous remercie. Je suis désolée d'interrompre, mais c'est vraiment pour favoriser une bonne qualité d'écoute. Je redonne la parole à Sylvie Bénard. Merci. Un autre exemple de matière première, là, j'ai oublié de dire évidemment que nous sommes dans les enjeux 15 et 12 des ODD. Les orchidées, donc les orchidées qui est une plante utilisée par Guerlain. Donc là, il y a un travail qui est fait en Chine avec une réserve naturelle dont Guerlain est de la protection dans le Yunnan. Et à côté de ça, il y a un travail, cette fois qui est en Suisse, sur l'agronomie de l'orchidée, pour permettre de multiplier cette orchidée. Et enfin, il y a un travail scientifique qui est fait cette fois à Strasbourg, l'idée étant d'extraire la partie de la plante qui va être la plus efficace en matière de cosmétique. Sujet suivant, alors là on est un peu dans
un peu dans du 3, un peu dans du 6, un peu dans du 12, un peu dans du 15. C'est tout ce qui est traçabilité et conformité. Je vous disais qu'on veut savoir depuis le champ de coton jusqu'à la matière qu'on utilise, tout ce qui s'est passé. Et je pense en particulier aux substances chimiques. Donc on vend le même produit à travers la planète. Donc d'un point de vue réglementation, si je prends l'exemple des substances chimiques, je pense que vous connaissez tous REACH en Europe. Pour ceux qui sont aux États-Unis, vous avez une réglementation, en particulier en Californie, qui s'appelle la Prop 65, qui traite aussi des substances chimiques. Quand vous allez en Chine, il y a aussi une réglementation sur les substances chimiques. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la somme de toutes ces réglementations, de manière à ce que, d'un point de vue strictement réglementaire, notre produit puisse être vendu partout dans le monde. Mais on va au-delà de ça, il y a un certain nombre de substances qui sont controversées. Et donc, même si on a l'autorisation, nous ne voulons pas voir dans certains de nos produits, d'où cette RSL, ce qu'on appelle la Restricted Substance List, qui est la liste des substances qu'on ne veut pas voir dans nos produits. Là, c'est un travail donc, qui est fait avec les fournisseurs, c'est-à-dire qu'on informe les fournisseurs qu'on ne veut pas voir cette substance, mais il ne faut pas simplement faire ça, c'est qu'il faut les aider. Quelquefois, si on ne veut pas voir une substance chimique, il faut trouver un substitut. Et donc, on l'aide dans le choix de ces substituts. On a des fiches par matière, de manière à pouvoir progresser tous ensemble. Et on va quand même un petit peu au-delà aussi, c'est-à-dire que pour être bien sûr que cette RSL est respectée, on fait des tests de manière avec des laboratoires externes pour être bien sûr que la substance aucune des substances qu'on ne veut pas voir n'est pas présente. Et je dois dire qu'on est plutôt assez content de nos fournisseurs, puisque sur quelques milliers de tests, on n'a eu que 2% d'échecs, ce qui est plutôt pas mal. Convention de Washington, donc CITES, là, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en parlant des bigognes, c'est tout ce qui sont les espèces protégées. Donc c'est les espèces que vous pouvez, alors il y a plusieurs annexes, moi je vais parler des espèces que l'on peut utiliser à partir du moment où on peut prouver qu'elles viennent d'un élevage ou d'une chasse qui est autorisée. Et là, nous, tout particulièrement, ça va être tout ce qui est cuir exotique. Je parle en particulier aux crocodiles et pythons. Nous avons nos propres fermes de crocodiles. Concernant le python, on n'utilise évidemment que des pythons avec le bordereau CITES. Néanmoins, là, d'un point de vue administratif, tout va bien. Quand on creuse un petit peu la réalité, on veut être vraiment certain. Et donc, on travaille depuis 3 ans avec un professeur allemand à partir de l'ADN du python et d'être bien sûr que le python que l'on a est vraiment un python qui vient d'une chasse qui a été autorisée ou d'un élevage et que ce n'est pas du braconnage. Sujet suivant, c'est comment est-ce qu'on travaille avec les fournisseurs. Donc là, on est un peu, je parle sous l'œil du spécialiste, un peu dans le 8, un peu dans le 12, un peu dans le 17. Voilà, on a du partenariat, absolument. Donc, première chose, c'est faire une cartographie. Cartographie des fournisseurs. Là, vous avez un exemple de ce qui a été fait pour Thomas Pink. Thomas Pink, c'est une marque anglaise qui utilise beaucoup de coton, qui a travaillé avec une structure qui s'appelle Medbuy. Et avec ce travail en collaboration avec Medbuy, ils ont réussi à faire assez rapidement cette cartographie des fournisseurs, alors que tout le monde disait que c'était impossible. Donc on peut arriver quand même à remonter N-2, N3, N4 et dans certains cas remonter jusqu'au champ. Une fois que vous avez cette cartographie, vous allez savoir où sont les fournisseurs dits à risque.
Je pense ceux qui vont faire de la teinture, ceux qui vont faire de l'ennoblissement. Et donc, on va commencer nos audits et notre travail en commun avec ces fournisseurs par ceux qui sont les plus à risque. Alors, sachant que le à risque est quelquefois indépendant du pays. Il y a en France comme en Italie des fournisseurs à risque. Et puis, il peut y avoir dans d'autres endroits du monde dont on pourrait penser qu'ils sont à risque, des fournisseurs qui finalement ne le sont pas. Il ne faut pas regarder que le pays. Hein. Et là, on a développé plusieurs choses. La première, c'est des rencontres entre fournisseurs. Récemment, ici à Paris, les fournisseurs de Moët Hennessy, donc qui est l'ensemble de nos activités vins spiritueux, ont été réunis de manière à ce qu'on puisse partager avec eux nos enjeux et voir comment est-ce qu'on peut mieux travailler avec eux. Ça a été fait aussi avec les fournisseurs de cuir qui sont pour la plupart français et surtout italiens. Donc là, ça a été fait en Italie. Là aussi, c'est partager, travailler main dans la main et voir comment est-ce qu'on pourrait nous améliorer vis-à-vis d'eux, eux s'améliorer vis-à-vis de nous. Enfin, c'est vraiment dans les deux sens. Et au-delà de ça, on a aussi créé, toujours dans le cadre de l'Académie de l'environnement, une formation pour les acheteurs. En fait, qui est très souvent sur le site d'un fournisseur, ce sont quand même les acheteurs. Et notre idée n'était pas du tout de les transformer en auditeurs environnement professionnels, mais de leur donner une grille relativement simple qui, à partir d'une dizaine de questions, leur permet de se dire bon, a priori, le sujet environnement est plutôt bien traité, je suis dans une activité qui n'est pas trop à risque, donc voilà, tout va bien. Soit de se dire oulala, il y a soit l'activité à risque et les réponses qu'on me donne, je ne les sens pas. Et là, derrière, à ce moment-là, on va déclencher un audit environnement qui peut être fait par des gens en interne, quand il y a la connaissance en interne, ou évidemment par des auditeurs extérieurs. Et là, ça va être aller beaucoup plus dans les détails. Après, on va avoir un compte-rendu qui va dire s'il y en a où sont les non-conformités. Sauf cas absolument catastrophique, on n'est pas dans la volonté d'arrêter immédiatement les relations avec le fournisseur, mais plutôt de construire un plan d'action de manière à ce que la non-conformité disparaisse. Et derrière, il y a un deuxième audit qui va être fait 2 mois, 6 mois après, suivant les sujets. Dans les cas extrêmes, ça peut arriver jusqu'à arrêter de travailler avec un fournisseur. Sujet suivant, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Donc, je vous le disais, Scope 1 et 2, notre grand sujet, c'est les magasins. Donc, notre travail, c'est comment est-ce qu'on réduit la consommation d'énergie dans les magasins. On a fait 2 choses. La première, c'est qu'on a fait une grille d'éco-conception des magasins en 100 points. Et pour la première fois, au mois de novembre cette année, on a remis 8 Store Awards aux magasins les plus verts, entre guillemets, du groupe. Alors, il y avait de la Californie, il y avait Hong Kong, il y avait Londres, il y a Madrid, Paris. Ça, c'est pour l'aspect magasin. Et au-delà de ça, on a mis un prix interne à la tonne de CO2, Scope 1 et 2 toujours. Et en gros, à partir du moment où une maison émet 1 tonne de CO2, c'est valorisé 15 €. Et ces 15 €, elle doit les utiliser pour mettre en place une action, un process, enfin quelque chose qui va réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et on a été très contents, donc ça a été mis en place, la première année de fonctionnement complet, ça a été l'année dernière. Et on a été extrêmement contents puisque c'est plus de 6 millions d'actions qui ont été mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire plus qu'on imaginait. Donc ça veut dire que les maisons ont vraiment joué le jeu. On recommence l'exercice cette année et puis on va augmenter la somme au fur et à mesure du temps. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on travaille vraiment sur ces enjeux-là avec les directions financières et sociales,
Ce projet est un projet qui a été totalement co-construit par la direction financière et la direction environnement. Et c'est le directeur financier et moi-même qui l'avons présenté à Bernard Arnault. C'est vraiment notre objectif, c'était vraiment que la finance soit complètement mouillée dans l'affaire. Et ça a été une vraie réussite. Sujet suivant, tout ce qui se passe sur nos sites de fabrication. Alors un exemple de la plateforme CEDRE. En fait, notre idée était il y a quelques années de se dire on utilise des matériaux qui sont souvent de très bonne qualité, c'est quand même extrêmement dommage de les voir ou détruits ou incinérés. Est-ce qu'il n'y a pas une chose un petit peu intéressante et plus intelligente qui pourrait être faite? Et donc là, on a travaillé avec une PME et il y a eu la création de cette plateforme CEDRE, donc, qui se trouve à Pithiviers, hein, au centre de ce qu'on appelle la Cosmétique Valley, hein, puisque notre usine, c'est pas très loin de notre usine Guerlain, de notre usine Parfum Christian Dior, du centre logistique Sephora. Et sur cette plateforme CEDRE, il y a tous les produits obsolètes ou rebuts de fabrication qui arrivent, mais il y a aussi, vous savez que Sephora vous propose de ramener votre flacon vide en magasin. Et bien ce flacon vide, il va aller sur cette plateforme de CEDRE. Il y a aussi tout ce qu'on appelle la publicité sur les lieux de vente, vous savez, ces grands panneaux, soit de publicité, soit de godets pour maquillage, etc. Tout ça donc retourne à cette plateforme, est déconditionné et renvoyé vers des filières courtes et que l'on connaît. On veut vraiment que ce soit des filières françaises, si elles n'existent pas françaises, éventuellement européennes, mais certainement pas que ça reparte à l'autre bout de la planète. Et donc le verre retourne au verre, le bois au bois, etc. etc. Autre sujet, site de fabrication, c'est cette fois les effluents. Et quand je vous disais qu'il y a des projets qui sont très anciens dans le groupe, ici c'est de la méthanisation des effluents de distillation du cognac. Ça date de la fin des années 70, méthanisation des effluents. Et là, ce sont là aussi un projet commun, c'est-à-dire que toutes les maisons de cognac, hein, je ne parle pas seulement de NC, mais tous les concurrents, tout le monde s'est mis ensemble et s'est dit comment est-ce qu'on pourrait valoriser ces effluents. Et donc c'est ainsi qu'a été créé Revico pour traiter les effluents, créer de l'énergie à partir des effluents de distillation. Et puis je ne vais pas rentrer dans les détails sur les choses que je pense que vous connaissez, tout ce qui est autour du tri sélectif, valorisation, etc. etc. Dernier point, c'est faire connaître, répondre aux questions. Là, il y a, donc, je vous ai déjà parlé du rapport environnement, donc vous pouvez aller télécharger sur le site du groupe. Au-delà de ça, il y a certaines de nos marques, de nos maisons, qui ont sur leur propre site internet un chapitre dédié à leurs actions, soit dans le domaine de l'environnement, soit plus largement dans le domaine du développement durable. Et comme je vous le disais aussi, on répond aux gens qui viennent nous solliciter, que ce soit des analystes extra-financiers, que ce soit des associations, voilà, vous imaginez tous les gens qui peuvent venir nous poser des questions. Voilà rapidement ce que je voulais vous dire. Et je suis à votre disposition pour les questions. Alors quels outils ou quels échanges avec les autres entreprises du luxe? On est partenaire dans pas mal de secteurs, enfin d'endroits. Il y a BSR, peut-être que vous connaissez, BSR qui est Business Social Responsibility, qui est, vous savez, une de ces organisations à l'américaine qui est entre l'ONG, le cabinet de conseil, etc. Donc il y a un groupe complètement dédié au secteur du luxe dont nous sommes membres et nos concurrents sont membres. Je vous parlais tout à l'heure des substances chimiques. Pour certains matériaux, certains matériaux ou textiles, le monde du luxe a quasiment les mêmes fournisseurs.
Et donc, il y a eu un moment où c'est un peu ridicule que, voire même certaines marques du groupe ont le même fournisseur. Et un jour, il y avait Louis Vuitton qui arrivait, qui demandait ça, puis le lendemain, c'était Dior qui demandait autre chose. Puis après, ça aurait été Chanel ou Hermès. Donc, il y a eu un moment où on s'est dit stop. Et donc, on s'est mis tous ensemble pour se dire, ben voilà, on peut, voilà quelles sont les exigences minimum que nous voulons tous ensemble et informer tous ensemble nos fournisseurs de manière à leur rendre la vie plus simple et puis faire avancer tout le monde du luxe en même temps. Après, il y a des endroits comme tout ce qui est la question de l'or, des diamants, des pierres de couleur, par exemple. Vous avez le Responsible Jewelry Council, où là, vous avez toute une chaîne, depuis les mines jusqu'aux gens qui ont des magasins. Donc, vous avez les transformateurs, etc. Et ça permet d'avoir l'intégralité d'une chaîne d'approvisionnement, enfin, oui, ou même plus que d'approvisionnement, puisqu'il y a aussi la production et la vente, qui s'améliore. Il faut savoir que la chaîne or et diamant culturellement était une des chaînes les plus compliquées. Alors pourquoi je dis culturellement? Parce que c'était une chaîne où on se tape dans la main. Alors, on fait pas des contrats, c'était pas des contrats de 50 pages, c'est on se tape dans la main. Et se taper dans la main, bon c'est bien, mais voilà, il y a des moments où il faut un peu plus de fait. Ensuite, éco-conception, red influence, le poids des bouteilles et des emballages. Alors, on a créé, il y a deux sous-sujets. Petit 1, réduction, éco-conception des emballages. Donc, on a créé notre propre indice qui s'appelle l'indice de performance des emballages, qui est une notation qui va de 0 à 20 et qui permet donc de mesurer l'empreinte environnementale d'un emballage. Et donc les maisons se sont fixées comme objectif de réduire cette empreinte environnementale, donc en fait d'améliorer leur note IPE. Il y a plusieurs manières de faire. Je vous racontais que nous on définit l'aire de jeu, mais que la manière de jouer c'est la marque qui le fait. On a une vision Guerlain qui est de réduire le poids d'emballage et pour les gens qui achètent les produits Guerlain, le nouveau pot d'une crème qui marche très bien chez eux, qui s'appelle Orchidée Impériale, fait, alors je ne sais plus si c'est 40 ou 50% de poids en moins que le pot traditionnel. Et il y a une autre deuxième manière de faire qui est plus faite par Parfum Christian Dior. Là, on est dans la recharge. Et donc, parce que dans le monde du luxe, c'est vrai que l'emballage a un rôle non négligeable. Et qu'on a deux problèmes. Le premier, c'est que dans l'esprit de beaucoup de gens, malheureusement, plus c'est lourd, plus c'est de qualité. Je pense en particulier au champagne. Et ça, c'est des tests qui ont été faits, refaits. Plus la bouteille est lourde, plus les gens pensent que le champagne est de qualité. Et donc là, il faut arriver à casser ça, ce qui est très compliqué. Et le deuxième, c'est cette fois dans les parfums cosmétiques, on se rend compte que on a des clients qui demandent deux choses assez incompatibles, quelquefois, qui sont je veux un bel emballage, je veux être contente de le voir le matin dans ma salle de bain, et je veux le bruit de la cellophane quand j'ouvre mon nouveau paquet, et en même temps je veux faire quelque chose pour la planète. Et une des solutions pour essayer de résoudre ce dilemme, c'est effectivement la recharge. C'est-à-dire que donc le premier emballage qu'il a acheté, il va être lourd, il va être doré, il va être voilà. Mais derrière, il va y avoir une recharge et plus on achètera de recharge, plus effectivement l'empreinte est diminuée. Cela dit, il y a aussi des emballages rechargeables carrément. Hein. Nous avons des parfums, que ce soit chez Guerlain, chez Dior ou le nouveau parfum Vuitton, je ne sais pas si vous avez vu, son emballage pour le coup est quand même réduit au minimum et ils sont rechargeables. Donc voilà, il y a toute une piste de solutions pour réduire. Alors, académie, les formations sont-elles réalisées en interne? Il y a des deux. On fait appel à des consultants extérieurs sur des sujets d'expertise,
ou des consultants très spécialisés dans la formation, et c'est nous qui en font. Et il y a de l'interne, par exemple, quand c'est vraiment la déclinaison du plan LIFE. Et oui, j'ai oublié de dire que ce plan LIFE doit être intégré au plan stratégique des maisons qui est présenté tous les ans au comité exécutif et à Berlin. Donc c'est intégré dans l'ensemble des enjeux. Ça, c'est plutôt fait en interne parce que c'est nous qui avons l'expertise. Donc il y a des deux. Combien coûte à LIFE d'aider ses fournisseurs à se conformer à LIFE? C'est une bonne question et je n'ai pas de réponse parce que c'est fait au fil de l'eau. J'ai jamais été calculé combien ça nous a coûté, par exemple, de faire les fiches pour utiliser nos substances. Donc, je n'ai pas la réponse, mais très souvent, on est sur des sujets qui sont évidemment quelquefois des sujets de process, quelquefois des sujets où ça peut coûter un petit peu plus cher, mais très souvent, on est surtout sur des changements de comportement et de se poser des questions différentes. Et c'est souvent comme ça qu'on avance. Quels outils? Je crois qu'il y a d'autres questions. S'il y avait une question, en fait, vous avez déjà répondu, je pense. C'est quels outils ou quels échanges avec les autres entreprises de luxe? Ça, c'était fait. Excusez-moi, je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Et puis après, alors il y avait une remarque peut-être de consommatrice sur pourquoi Dior ne vend que des vaporisateurs à usage unique. Alors ça, je peux vous répondre. Je peux vous répondre. Malheureusement, nos produits sont l'objet de contrefaçon ou de réutilisation. Et dans certains pays où l'alcool est interdit, les femmes ne doivent pas avoir accès à l'alcool. Et donc, c'est des obligations de mettre des vaporisateurs. Voilà, c'est malheureusement, et l'autre, quand je vous disais, c'est que dans certains pays, il y a récupération d'emballages vides et qui peuvent être re-remplis avec plus ou moins n'importe quoi. Alors quand c'est un parfum, à la limite, c'est pas très grave, mais c'est arrivé pour du cognac et du champagne avec des choses un peu dangereuses. Avez-vous prévu de mettre à la portée du public les caractéristiques principales retenues par la profession sur la qualité afin de susciter des vocations, notamment dans les pays émergents? Oui, alors ça, je n'ai pas parlé de ce sujet-là. Il se trouve que j'étais justement au Togo il y a une quinzaine de jours. Il se trouve qu'on a un certain nombre de plantes qui sont utilisées dans les parfums cosmétiques qui viennent du Burkina Faso, du Togo, du Maroc. Et donc, tous les 2 ans, on fait un forum qu'on a appelé Forum Afrique et Beauté qui réunit des scientifiques africains, en général Afrique de l'Ouest, des scientifiques européens, mais aussi des médecins traditionnels, des associations de femmes, puisque en Afrique, on travaille beaucoup avec des associations de femmes. Et l'idée, c'est d'échanger et de voir comment est-ce qu'on peut mieux coopérer. Et sur ce sujet des pays émergents et des vocations, on a eu toute une journée de travail extrêmement intéressante avec des jeunes Togolais et Togolaises qui aimeraient qu'on les aide à créer, déjà à garder toute une série de pratiques à partir de plantes traditionnelles qui sont en train de se perdre, mais au-delà de ça, de les aider à créer leur propre marque. L'idée étant, les idées qu'ils avaient, c'était de créer des marques africaines avec des techniques africaines, des matières africaines pour les Africains. Et donc là, c'est plutôt les aider sur des choses aussi simples que comment faire un joli emballage, comment bien parler de mon produit. Voilà. Donc voilà un petit peu comment on peut participer à ce genre de questions. Dernière question pour conclure. Avez-vous un regard sur les objectifs des salariés en termes de RSE? Alors, je le redis, LIFE, ça intègre tout le monde, donc l'ensemble des collaborateurs. On a des marques, des maisons qui ont mis des objectifs dans l'intéressement, c'est dans la participation, pardon.
Et puis des objectifs individuels. Je pense par exemple à Guerlain, où le président de Guerlain est extrêmement actif sur ce sujet-là. Donc tout le comité exécutif de Guerlain, chacun a un objectif dans son propre métier. Mon directeur général, par exemple, a un objectif sur la réduction de consommation d'énergie des magasins, puisque je vous disais que c'était un enjeu important. Voilà, donc, alors, si vous voulez, je vais... Oui. Oui, là, juste la dernière question que nous prenons. Enfin, le problématique de prothèses matières premières, vous travaillez aussi sur ça. Bien sûr, oui, évidemment. Moi, ah oui, pardon, je relis. Hein. Est-ce que dans la problématique de protection de vos matières premières, vous travaillez aussi sur le sujet du salaire décent, conditions de vie des travailleurs récoltant les matières premières? Bien sûr que oui. Et c'est, moi, je vous ai parlé, bien sûr, entendu, du sujet environnement, parce que c'est ma spécialité, mais le sujet, les sujets sociaux sont complètement intégrés, et que quand un acheteur va aller sur place, moi je vous ai parlé de ce qu'il fait en domaine de l'environnement, mais bien entendu la question du salaire décent, des conditions de travail, quel que soit l'endroit de la planète, sont bien entendu pris en compte. Merci beaucoup. Merci pour la présentation sur les actions concrètes réalisées par le groupe DRMH, donc mené par Sylvie Bénard depuis 25 ans. Merci à tous les participants de votre présence et puis des différentes questions. En tout cas, c'était un plaisir de vous présenter ces éléments sur le lien entre les ODD et les stratégies d'entreprise qui, vraiment, à notre sens, peut changer la donne, en tout cas, et faire en sorte qu'on atteigne ces 17 grands objectifs mondiaux, donc à la fois sur les enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux, pour le développement durable. Voilà, écoutez, merci beaucoup, merci.